Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien le bonsoir chez vous. Les titres d'abord. Les nouvelles en provenance du Kasaï ne sont pas très bonnes. 10 nouvelles fausses communes ont été découvertes à Tchikapa, confirmation du procureur général de la République. Vous écouterez ces propos dans un tout petit instant. L'Union pour la nation congolaise se rallie au prince de l'Église catholique. L'UNC exige de la commission électorale l'organisation des élections conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Merci de continuer à nous suivre et à nous faire confiance. Je crois que vous avez raison. De nouvelles fosses communes découvertes à Tchikapa dans la province du Kasaï. C'est le procureur général de la République en personne qui a livré l'information. C'était au cours d'un point de presse conjoint avec l'auditeur général des FARDC qui vient d'effectuer une mission officielle à Kananga. Objectif de sa mission, enrichir l'information au sujet des révélations du quotidien américain New York Times sur l'implication présumée du député Clément Kankou. Félix Ilunga de Dukasuba. Le parquet général de la République s'active à rechercher les tireurs de ficelles dans les massacres au Kasaï. La démarche vise à identifier avec précision les donneurs d'ordre et les commanditaires afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Sous le RMP 5/050/PGR/thèse, à charge du député national Clément Kankou, à partir notamment de l'élément sonore se trouvant dans les 10 dossiers, qui reprend une conversation téléphonique entre les 10 députés nationaux recevant le rapport détaillé d'actes de destruction, d'incendie et d'exaction en cours à Tchimboulou en date du 8 août 2016. L'honorable député y exprime sa pleine satisfaction et encourage son interlocuteur à faire davantage. Entre-temps, le procureur général de la République a révélé l'existence de 10 nouvelles fosses communes à Tchikapa. Une équipe importante sous la conduite d'un magistrat s'est déjà rendue sur les lieux depuis ce samedi 24 juin 2017 sur instruction de M. l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo à bord d'un petit porteur. Nous attendons encore la réaction du commandement de la police de la MONUSCO. Le nombre de fosses communes et les résultats des exhumations qui seront faites vous seront communiqués ultérieurement. Flori Kabange Numbi a également annoncé le début de l'examen de fond du double meurtre des experts de l'ONU dès vendredi dernier à Kananga. En outre, le PGR met en garde toutes les personnalités qui entretiendraient une éventuelle milice. Pour sa part, le Bureau conjoint des Nations Unies dit regretter la décision d'un tribunal militaire du Kasaï de ne pas poursuivre pour crimes contre l'humanité 7 militaires congolais présumés auteurs du meurtre de civils dans cette région du centre du pays. Pour José Maria Aranaz, directeur du BCNUDH, juger ces crimes est une manière de prévenir d'autres violations de droits de l'homme et l'usage excessif de la force par l'armée. Les réactions se multiplient au lendemain de la déclaration des évêques de l'Église catholique sur la situation en République démocratique du Congo. La dernière en date est celle de l'Union pour la nation congolaise. Le parti de Vital Kamerhe déclare rejoindre l'opinion des évêques exprimée dans leur dernier rapport dans lequel ils déplorent la situation sociopolitique en République démocratique du Congo. Par ailleurs, l'UNC exige de la CENI la publication sans plus tarder du calendrier électoral en vue de la tenue des élections dans le délai prévu par l'accord du 31 décembre 2016. L'UNC condamne l'inefficacité du gouvernement quant à la gestion de la sécurité dans l'espace Kasaï et dans le Nord Kivu, information rendue publique par Actualité CD et Média Congo. Commémoration ce lundi 26 juin de la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues
La journée instituée par les Nations Unies se fixe pour objectif de le renforcement et la sensibilisation aux dangers que sont les drogues dures pour la société. La journée est célébrée sous le thème « Écoutez d'abord ». Écouter les enfants et les jeunes constitue une étape cruciale pour les aider à grandir sainement et en sécurité. Une autre journée a été célébrée au niveau de la planète. Aujourd'hui, c'est celle consacrée à la lutte contre la torture. À Kinshasa, elle a été marquée par la visite de la ministre des Droits humains à la prison centrale de Makala. Amendi Moani, Jres Tubanga. La torture, c'est souvent dans les cachots, prisons et autres centres de détention que ça se passe. Voilà qui justifie le choix du lieu de célébration de cette journée par la ministre des Droits humains. Dès son arrivée à Makala, Marie-Ange Mouchobekwa a échangé avec les détenus sur les sens des efforts à déployer pour bannir la torture dans les habitudes. La journée internationale contre la torture. Je suis venue commémorer la journée internationale de lutte contre la torture ici à la prison centrale de Makala pour exprimer ma solidarité et mon soutien à toutes les victimes de torture. Vous savez que beaucoup de cas de torture qui sont enregistrés, c'est surtout en milieu carcéral. Nous allons poursuivre tout ce mois-ci la sensibilisation contre la torture sous toutes ses formes, que ce soit dans des milieux carcéraux ou ailleurs. La ministre des Droits humains a réitéré la volonté du gouvernement de lutter contre toutes les violations des droits des citoyens, dont la torture. Après l'attaque d'une bonne partie de la prison, le gouvernement a consenti des efforts pour réhabiliter ce centre pénitentiaire. La ministre des Droits humains était aussi à Makala pour faire le constat de ce qui a été fait, mais aussi pour rencontrer des détenus, dont certaines personnalités politiques. Amendi Moani. Après l'attaque le 17 mai dernier de la prison de Makala, Marie-Ange Mouchobekwa, dont la dernière visite de ces lieux de carcération remonte au mois de février, a tenu personnellement à se rendre compte de la situation sur place. Que les gens n'ont plus de toiture, ils vivent dans des conditions inhumaines. Je vous laisse le temps de faire le tour. Moi, je suis ici avec l'inspecteur général. Vous pouvez interroger tout le monde. On est dans le pavillon, ne quittez pas le pavillon, parce que c'est le directeur de la prison qui va nous conduire. Parlez avec qui vous voulez, mais j'interdis aux journalistes de filmer les prisonniers. Montrer leur visage sans leur accord est une infraction. Vous avez entendu, il ne faut pas qu'on dise que... Des 11 pavillons, la ministre a parcouru quelques-uns, dont ceux réservés aux femmes et aux mineurs. Je suis venue également avec les ONG de défense des droits de l'homme qui ont accepté de répondre à notre invitation pour voir l'état de la prison. Parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont circulé sur la toile, disant que tous les pavillons avaient été incendiés et qu'il n'y avait plus de porte à la prison de Makala. Je pense que vous avez tout vu de vos propres yeux et je vous laisse vous-même tirer les conclusions de ce qu'on a vu. Autre fait marquant de cette tournée d'inspection de la ministre, la visite suivie des échanges qu'elle a eus avec les personnalités politiques détenues. Avec vous, Anita Kangoulia, nous allons nous rendre d'abord au ministère des Affaires foncières. Au ministère des Affaires foncières, Maître Louméa Doumalegui entend remettre de l'ordre dans le secteur. Le ministre a instruit le secrétaire général de son département et tous les conservateurs des titres immobiliers de récupérer toutes les concessions qui n'ont pas été mises en valeur à ce jour. La suite en images. À l'issue de la ronde effectuée le week-end dernier au secrétariat général de son ministère,
Et à la circonscription foncière de Barumbu, Maître Louméa Doumalegui veut à tout prix assainir son secteur. Le ministre des Affaires foncières a donné des instructions au secrétaire général du ministère et à tous les conservateurs des titres immobiliers de récupérer toutes les concessions qui n'ont pas été suffisamment mises en valeur ou non mises en valeur à ce jour. Pour certains analystes, le ministre ne fait qu'appliquer la loi Bakajika de 1966 qui dispose que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. La loi Bakajika, comme vous le savez, a été proposée par le député Isaac Gérard Bakajika, votée par la Chambre des députés en 1966 et promulguée la même année par le président Mobutu. Elle sert à réguler le régime juridique de la propriété foncière. Selon certains analystes, cette loi avait entraîné à l'époque la méfiance de certains investisseurs étrangers, en particulier dans le domaine minier et agricole. Pour réussir, Maître Louméa Doumalegui mènera son action en parfaite collaboration avec les chefs coutumiers. Les entreprises minières étrangères sommaient de rapatrier 40% de recettes issues des exportations pour combler le manque de devises au trésor public. Le ministre de l'économie compte enfin faire appliquer une disposition de la législation congolaise longtemps ignorée. Joseph Kapika l'a déclaré à l'issue des journées minières qui viennent de se tenir à Lubumbashi. Yannick Mbuyamba. C'est une disposition du Code minier promulguée il y a 15 ans qui oblige les opérateurs économiques œuvrant dans le secteur de rapatrier par le circuit bancaire 40% de revenus bruts en devises étrangères issus des exportations de produits miniers afin de lutter contre le manque de devises dans le trésor public. Il faut rappeler que la réserve de devises étrangères aujourd'hui à la Banque centrale du Congo est au plus bas, environ 700 millions de dollars américains, soit 3 semaines d'importation selon les experts. La mesure a été communiquée aux opérateurs du secteur minier au Katanga par le ministre de l'économie sur instruction du chef de l'État en vue de lutter contre la dépréciation du franc congolais face au dollar américain qui continue malheureusement sa chute vertigineuse aux allures inquiétantes. Les observateurs s'interrogent sur le non-respect de l'application stricte de cette disposition du Code minier, pourtant promulguée depuis 2002 par le président de la République. Une situation liée sans doute à la corruption devenue un véritable fléau. Yannick Mbuyamba, un peu de culture dans ce journal ne fera pas de mal. Ouverture ce lundi à Kinshasa de la table ronde autour de la politique de coopération en matière culturelle entre la République démocratique du Congo et le centre Wallonie-Bruxelles. L'objectif est de valoriser le secteur de la culture au Congo-Kinshasa selon les organisateurs. Les détails avec Kelly Yoka. Pendant 2 jours, les opérateurs culturels et les différents ONG réfléchissent autour de la culture congolaise. La musique, le théâtre, le cinéma, l'art plastique, la céramique et notamment l'écriture sont là les domaines qu'ils veulent promouvoir. Le débat interactif qui a animé la rencontre comportait plusieurs volets, entre autres le critère d'évaluation sur la promotion des artistes, la décentralisation des centres culturels, l'interpellation des centres culturels, à savoir promouvoir plus les livres. Pendant le débat, Rufin Badiamboudila, le ministre provincial de la Culture et Arts, a opté pour la création d'un centre culturel congolais qui sera une boussole de la culture congolaise. Ouverte ce lundi, la table ronde sur la politique de coopération en matière culturelle entre la RDC et le centre Wallonie-Bruxelles se clôture mardi. En attendant, les artistes travaillent dans les ateliers selon leur domaine de prédilection. L'ASBEL Nous et le Livre a procédé le week-end dernier à l'installation du réseau national de lecture. La structure a pour objectif de pérenniser le projet rencontre de créateurs et initiateurs de jeunes artistes congolais. Bienvenue Babois, Théodore Chitolé. La lecture est un élément capital pour l'épanouissement de l'homme. L'ASBEL, Nous et les livres, l'a compris. En vue de pérenniser le projet Rencontre de création et initiation des jeunes écrivains et artistes congolais, un projet du FIPC de l'UNESCO, un réseau national de lecture a été installé.
Officiellement, avec le FIPC, nous avons terminé aujourd'hui, mais la structure ou encore le projet, on va assurer ce qu'on appelle la pérennisation du projet à travers les réseaux nationaux de lecture, parce que les réseaux nationaux de lecture sont déjà installés, donc en amont avec les 11 écoles qui sont partenaires du projet, mais après, au fur et à mesure qu'on va évoluer dans le cadre du réseau national, on va voir comment est-ce qu'on pourra intégrer également les autres écoles qui ne sont pas encore parties intégrantes dans le cadre du projet. En 2 ans d'existence, l'ASBEL Nous et les Livres a fait vraiment ses premiers pas dans la gestion d'un grand projet. En tout cas, pour nous, c'est un bilan largement positif. Au cours de la cérémonie, 65 élèves ont été primés. Ces élèves ont participé au concours de la dictée française, de l'orthographe, de la chanson et de la peinture. Une grande satisfaction pour l'ASBEL Nous et les Livres qui, en 2 ans d'existence, a déjà fait des grandes réalisations. Merci Yannick. En sport, le comité de gestion de la Ligue nationale de football était en réunion ce lundi à son siège. À l'ordre du jour, les incidents liés au match entre Renaissance CV Club du vendredi dernier au stade des Martyrs. Rien à filtrer de cette réunion dont on attendait une déclaration dans la soirée. Vous vous rappelez, les supporters de l'écurie Orange avaient envahi l'heure de jeu et jeté des projectiles juste après le 2e but des Dauphins noirs. Hors de nos frontières, en attendant de l'examiner, la Cour suprême des États-Unis a remis ce lundi partiellement en vigueur le très controversé décret anti-immigration de Donald Trump, le texte qui interdisait l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 6 pays majoritairement musulmans s'applique désormais à ceux n'ayant pas établi de relation de bonne foi avec une personne ou une entité aux États-Unis. Fin de cette édition du journal. Vous suivrez juste après la revue de presse dans une sélection de Mine Moroufel. Vous pouvez nous suivre ce que vous faites en ce moment, d'ailleurs pour certains, sur le bouquet CP La TV, canal 98. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur notre antenne. Bonsoir et à demain. La morosité ambiante se reflète dans la presse quinoise en ce début de semaine. Des titres hétéroclites entre le séjour sud-africain de Joseph Kabila, l'équation de la participation ou non du Kasaï aux futures élections et l'appel musclé des évêques catholiques du 23 juin. La tempête des tropiques bat tocsin et analyse l'appel de la Senko et on vient à rappeler que dans leur déclaration intitulée « Le pays va mal, debout Congolais », décembre 2017 approche, les évêques catholiques affirment qu'aller aux élections suppose l'enrôlement qui s'effectue avec une lenteur inquiétante et que bien préparer les élections, c'est aussi se faire identifier et enrôler pour que la CENI dispose d'un fichier électoral fiable pour convoquer les scrutins dans les délais. Dans l'entendement des évêques désormais à la manœuvre, c'est là une croisade citoyenne, écrit José Naouej dans l'éditorial de Forum des As. Mais dans l'état actuel de l'équation congolaise, pas besoin d'un dessin pour savoir que la prise de position de l'épiscopat catholique a tout d'un tacle au pouvoir. Du pain béni pour l'opposition radicale.
car c'est vrai, à jamais de leur champion S-Mobilisation, les opposants peuvent surfer opportunément sur l'appel du 23 juin pour créer un rapport de force à l'échelle nationale. Le journal en conclut qu'enveloppé dans la parole de Dieu, avec force versets bibliques, l'exhortation des évêques risque de faire mouche. La descente aux enfers du franc congolais et l'érosion du pouvoir d'achat qui s'ensuit, constituant un facteur aggravant. Pour la manchette, tenir des élections précipitées et surtout sans les Kasaï serait ni plus ni moins que l'abandon pur et simple de la démocratie. Ce serait également prêter le flanc à un risque de balkanisation du pays, s'exclame Forum des As. Congo Nouveau se fait l'écho de l'étrange déclaration de Félix Tshisekedi, selon laquelle, en cas de non-tenue de la présidentielle à la fin de cette année, Kabila devra marcher sur son cadavre, comme qui dirait « on ne parle pas de corde dans la maison d'un pendu ». Géopolis Hebdo s'intéresse plutôt au sommet Kabila-Zuma en Afrique du Sud, une rencontre prévue de longue date et l'occasion de faire le point sur la coopération bilatérale avec, entre autres, le projet du barrage hydroélectrique du Grand Inga qui tarde à se concrétiser. Enfin, pendant que ça brûle Alex Sonatra, au propre comme au figuré, l'avenir se livre à l'exercice difficile de dédouaner le comité de gestion. Agents et cadres en grève, 7 mois d'arriérés de salaire malgré tout, le confrère y voit l'œuvre d'une main noire, même sous la forme d'un questionnement. La famille Sylvain et Laura a la profonde douleur d'annoncer à ses amis et connaissances la mort de sa grande sœur Tana Marie de suite d'une longue et pénible maladie. La disparue a laissé 7 orphelins et plusieurs petits-enfants. La levée du corps est prévue pour ce jeudi 29 juin 2017 et le corps sera exposé au domicile familial 6 avenue Longa 2, numéro 12, quartier CPA Mouchi, dans la commune de Mongafula. L'enterrement aura lieu le vendredi 30 juin 2017 au cimetière de Tambo. La famille Sylvain et Laura a la profonde douleur d'annoncer à ses amis et connaissances la mort de sa grande sœur Tana Marie de suite d'une longue et pénible maladie. La disparue a laissé 7 orphelins et plusieurs petits-enfants. La levée du corps est prévue pour ce jeudi 29 juin 2017 et le corps sera exposé au domicile familial 6 avenue Longa 2, numéro 12, quartier CPA Mouchi, dans la commune de Mongafula. L'enterrement aura lieu le vendredi 30 juin 2017 au cimetière de Tambo.